On a oublié de vous dire tous les deux qu'on a voté pour Obama. Hein. J'aurais pu, dans mon état du Massachusetts, voter pour le vert sans nuire à la candidature d'Obama, mais j'ai oublié de le faire, c'est un simple oubli. Mais j'aurais pu le voter vert. Mais tu as voté Obama. Oui. Alors, du fait que c'est son deuxième mandat, est-ce qu'il ne va pas pouvoir faire quand même un peu plus pour le Moyen-Orient et puis peut-être ailleurs aussi? Et puis également en matière d'environnement, malgré qu'actuellement on parle beaucoup de la réussite économique des États-Unis grâce au pétrole, gaz de schiste. Alors sur la question du Moyen-Orient, ces marges de manœuvre en politique internationale, me semble-t-il, lors de son deuxième mandat, sont probablement quelque peu plus larges qu'avant. La question israélo-palestinienne est une question extrêmement difficile puisque l'allié israélien est un allié plus qu'indocile, n'est-ce pas? La manière dont Netanyahou a ouvertement, mais de façon, me semble-t-il, scandaleuse, est intervenu dans le débat politique américain lors des élections présidentielles en soutenant ouvertement Mitt Romney, puis en annonçant une nouvelle phase de colonisation le jour même de l'élection présidentielle, ce qui me laisse supposer que Netanyahou avait des sondages qui laissaient prédire la victoire d'Obama le dernier jour, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, l'accélération, l'intensification des opérations à Gaza mettent les États-Unis devant une série de faits accomplis qui sont très difficiles à adresser politiquement. Que faire, au juste? Je ne pense pas qu'Obama serait en mesure, ni aurait la volonté, d'agir de façon unilatérale pour imposer à Israël des solutions qu'il n'est pas tout à fait sûr que les États-Unis puissent imposer. N'est-ce pas? La grande question, me semble-t-il, est de savoir si les États-Unis vont s'opposer ou non à une future guerre contre l'Iran. Mais ça, nous ne le savons pas encore. Obama, jusqu'ici, était contre. Ses déclarations lors des élections présidentielles étaient ambiguës. Les militaires aussi, plutôt contre. Les militaires, dans leur très grande majorité, l'establishment militaire américain est contre. Les services de renseignement aussi, à peu près comme en Irak, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, le président est plutôt contre, contrairement à l'Irak en 2003. Donc, ça laisse supposer que les États-Unis ne vont essayer de restreindre l'allié indocile israélien pour éviter une catastrophe à la fois stratégique et économique, n'est-ce pas? Car l'effet sur l'économie mondiale serait catastrophique. L'environnement, je suis pas très bon sur ces questions. Vas-y. Sur l'environnement? Oui. Alors, les gaz de schiste. Donc, je veux dire, là-dessus, sur la question israélo-palestinienne, les marges de manœuvre d'Obama sont limitées. C'est difficile. Il y a des problèmes, des inhibitions internes et externes qui jouent, n'est-ce pas? Ça ne veut pas dire qu'il ne peut rien faire. Il peut faire, mais peut-être discrètement, hors de la visibilité. Sur l'environnement, les gaz de schiste sont en train de changer la donne énergétique mondiale de façon rapide. Et il faut qu'on le prenne en compte, avec des dommages écologiques sans doute importants. La dépendance énergétique externe des États-Unis était de 60,8% en 2005. C'est-à-dire que les États-Unis devaient importer 60% de leur pétrole et de leur gaz pour assurer leurs besoins énergétiques nationaux. La dépendance externe... 2005. La dépendance externe énergétique américaine aujourd'hui est de 45%, est tombée à 45%. Et selon les projections qui sont faites par le département de l'énergie aux États-Unis, mais aussi par l'Agence internationale de l'énergie à Paris, la dépendance américaine va chuter à autour de 30-35% d'ici une dizaine d'années, peut-être à 20% plus tard, les États-Unis devenant, selon l'Agence internationale de l'énergie à Paris, le premier producteur de pétrole et de gaz au monde, dans une dizaine ou une quinzaine d'années. Alors, moi, vous savez, ce genre de choses, moi je ne sais pas, je ne suis pas géologue, je n'ai pas étudié les nappes qui existent aux États-Unis, mais ce n'est pas impossible qu'il y ait un retournement important qui est en train de s'opérer là, qui va autonomiser les États-Unis de plus en plus au plan énergétique. En tout cas, qui va autonomiser les États-Unis par rapport au Golfe arabo-persique. Aujourd'hui, l'Arabie saoudite ne compte que pour 14%
des importations d'énergie des États-Unis. Le Venezuela pour plus, n'est-ce pas? Hein, le Venezuela est un allié plus important du point de vue énergétique pour les États-Unis, c'est paradoxal, hein, que l'Arabie Saoudite. Est-ce que ça veut dire que les États-Unis, j'ai entendu Patrick Artus à la radio l'autre jour disant les États-Unis préparent un coup de massue contre l'Europe car l'Europe devra gérer la sécurité du Golfe arabo-persique, les États-Unis vont s'en aller. Oh. Mais non, ils vont pas. Au contraire, l'autonomisation par rapport à l'Arabie Saoudite leur donne des capacités d'intervention plus grandes, puisque leurs interventions auront moins d'effet sur leur propre économie nationale. Et ça crée une dépendance plus grande pour l'Europe, pour le Japon, et bien sûr pour la Chine. Donc ça change la configuration stratégique. On est au tout début de cette transformation, mais c'est une transformation importante qui aura des effets importants. Comment jugez-vous ou qualifiez-vous le système électoral des USA tel qu'on vient de le voir? Il y a un côté spectacle, à la limite, pourquoi pas. Est-ce que vous le qualifiez comme étant, je dirais, démocratique, c'est-à-dire proche des classes et castes sociales du pays et de l'évolution? Et un peu lié à ça, est-ce qu'il existe des contre-pouvoirs? C'est-à-dire des contre-pouvoirs, c'est-à-dire, bon, il y a une relation entre le Parti démocrate et le Parti républicain, mais moi j'avais aussi l'image pour les États-Unis d'un pays avec des grands syndicats, un grand corps social structuré, organisé. Est-ce que ça existe encore? Est-ce que c'est un contre-pouvoir? Et est-ce que vous le voyez jouer dans le contexte que vous venez de décrire? D'accord, Philippe pourra me compléter, mais je pense que je dirais que j'ai commencé par parler du caractère archaïque du système politique américain. Je pense que c'est une constitution très vénérable, qui est presque un objet d'adoration, et c'est une constitution qu'on fétichise. On en est très fiers, et on a introduit dans cette constitution très tôt des mécanismes qui rendent très difficiles les modifications, et le système électoral a ses racines dans ce document. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de système national d'élection. Il y a 50 systèmes plus Washington DC, donc 51 systèmes, et on ajoute aussi... alors les Portoricains ne votent pas dans l'élection nationale, mais ils votent dans... Enfin bref, c'est un système morcelé. Il n'y a pas de... Chaque État organise l'affaire comme il l'entend. C'est une des raisons principales du fiasco qui a eu lieu en Floride en 2000 et qui fait qu'on craint le fiasco chaque fois en Floride depuis. Et d'ailleurs, on n'a pas été déçus cette fois-ci aussi parce qu'il leur a fallu un temps extraordinaire pour compter les bulletins. En Floride, c'était le dernier État à rendre son résultat 4-5 jours après. Obama a gagné. Une courte tête, comme dans tous les États un peu indécis. Système que je qualifierais presque d'une machine à empêcher le changement social. Il est très très difficile dans ce système d'imaginer un espace politique pour une opposition politique sérieuse. On y songe quand même. J'ai des amis qui depuis longtemps plaident pour qu'on crée un pôle indépendant de gauche aux États-Unis. Mais même en créant un pôle indépendant de gauche, il faudrait d'une manière ou d'une autre garder au moins un ou deux doigts de pied dans le Parti démocrate. Mais quand on pose la question de la nature du Parti démocrate, il faut poser la question de la nature des partis politiques aux États-Unis en général. Et on a affaire à des partis politiques qui n'ont pas du tout la même structure qu'en France, par exemple. On considère comme ordinaire, normal, qu'un parti politique en France, quel qu'il soit, ait une structure permanente de réflexion, d'analyse, en vue d'analyser la situation et d'avoir une ligne, d'élaborer une ligne politique. Eh bien, aux États-Unis, ça n'existe pas. Les deux grands partis politiques n'ont pas ces structures de réflexion et d'élaboration politique. Ils ont depuis très longtemps sous-traité ça à des instituts stratégiques qui font le boulot pour eux. Une fois arrivé au pouvoir, tel ou tel président, on va faire du shopping dans les think tanks pour voir, trouver de bonnes sources d'idées. Mais les partis politiques nationalement sont des coquilles un peu vides, ou plus exactement, ce sont des machines à ramasser des sous. Mais quant à la sélection des candidats, c'est une fonction décentralisée, ce qui donne plus de place à l'intérieur de cet espace très large du Parti républicain, par exemple, ce qui donne de la place localement, dans pas mal d'endroits, au Tea Party.
Il ne pourrait pas exister peut-être s'il y avait une structure nationale qui disait non, ces idées-là ne sont pas les nôtres. Mais le Parti républicain nationalement n'a pas un corps idéologique propre il n'y a pas une base d'idées qui est propre au Parti républicain. Ils peuvent rogner pas mal sur des extrêmes dans la mesure où des extrémistes entrent et animent localement la structure. De même, on pourrait imaginer, et ça c'est déjà vu, c'est pas complètement aberrant, on peut imaginer dans les marges du Parti démocrate, par-ci par-là, des candidats qui s'affirment socialistes, qui s'affirment au moins pour une démocratie économique plus poussée et qui plaident pour des politiques sociales plus intéressantes, ou pour une politique étrangère moins belliciste, disons. Et dans les marges du Parti démocrate, ça existe. Je pourrais vous donner les noms de 25 ou 30 représentants à la Chambre des représentants que je qualifierais de gauche ou de centre-gauche. Il y a un sénateur, mais c'est le seul. Et non, maintenant il y en a deux. Il y a deux sénateurs socialistes maintenant. Non, socialistes, non. Une qui est quand même très à gauche. Oui, l'autre, c'est notre. Oui, dans ton État. Dans mon État du Massachusetts, qui n'est pas seulement l'État de Mitt Romney, mais également l'État désormais de Elizabeth Warren, yes, la nouvelle sénatrice qui a des idées intéressantes pour mais tu nous en diras plus un peu sur la surveillance et la réglementation du monde de la finance. On reste à voir si on va la laisser parler et si on va la laisser prendre des responsabilités dans des commissions intéressantes du Sénat. Ça, nous le verrons. Il y a aussi Bernie Sanders, qui est un New-Yorkais transplanté dans le Vermont et qui doit avoir 75 ans maintenant, mais c'est un socialiste et qui fait des analyses d'économie politique très marxisantes et très droites et très très claires. Il a le don de la clarté, ce bonhomme, mais il est seul. Il est rattaché au camp démocrate, mais il les critique beaucoup. Donc, il y a quelques espaces comme ça, mais le Vermont n'est pas un État typique, le Massachusetts non plus. Et globalement, ces partis veillent à éviter... le Parti démocrate en particulier veille à éviter le controverse et n'aime pas qu'à l'intérieur de ses rangs, on se réclame de quelque chose qu'on appellerait le socialisme ou autre chose. Ça existe plutôt en dehors. Bon, je vais plus vite. Contre-pouvoir, des contre-pouvoirs, y en a-t-il? Je pense que il y a des mini-contre-pouvoirs en grand nombre, il y a des mouvements sociaux beaucoup plus qu'on imagine. Si on fouille, si vous passez une demi-journée sur Internet à chercher des traces de mouvements sociaux vigoureux aux États-Unis, vous en trouvez partout. Peut-être pas partout, peut-être pas dans l'Oklahoma, mais partout sur les deux côtes et à pas mal d'endroits, il y a des mouvements sociaux difficiles à qualifier aujourd'hui. Le syndicalisme est vraiment en perte de vitesse. Le syndicalisme, il y a Ça dépend où. Oui, c'est vrai que quand il s'agit de défendre ce qui reste du syndicalisme, il y a parfois des bagarres très intéressantes, comme dans l'État de Wisconsin récemment. Les gouverneurs a essayé il a signé un ordre pour pratiquement démanteler le syndicalisme public de l'État de Wisconsin, et il y a eu des protestations qui ont fait un peu le tour du monde et qu'on a assimilé un petit peu, même si c'était pas tout à fait la même chose, au mouvement Occupy. Et il y a eu une synergie entre les deux ondes là à un moment donné, et on pensait il y a un an et demi environ qu'on allait vers une sorte de crescendo des mouvements sociaux. On n'a pas trop vu ça. Par contre, ici et là, autour de l'immigration, il y a de manière croissante, je vois des jeunes qui s'organisent pour dire tout haut, nous sommes en situation irrégulière, nous le disons tout haut, nous défions les autorités, on les met devant leurs responsabilités, il faut qu'ils nous trouvent un statut. On a toujours vécu ici, on a grandi ici, on s'est formé ici, mais il n'y a pas de débouché pour nous. Tant qu'on ne nous donne pas un statut, alors on fait le siège du bureau de tel sénateur. Bref, il y a beaucoup d'énergie mouvementiste de toutes sortes. Ce qui manque, à mon avis, mais c'est un problème classique, on disait la même chose il y a 30 ans, ce qui manque, c'est la médiation politique qui ferait qu'il y aurait une force politique nationale qui donnerait un peu de tonus à tout ça. Parce que les mouvements Occupy, je les adore, je les aime beaucoup, je connais quelques jeunes New-Yorkais qui sont très investis là-dedans et qui font un boulot extraordinaire, mais la sensibilité, au fond, est libertaire de gauche. Ils ont un discours très anticapitaliste et ils peuvent à tout moment mobiliser leurs troupes pour être présents sur un site et
empêcher la saisie d'une maison, par exemple, ou ils peuvent aussi s'organiser, comme ils l'ont beaucoup fait ces derniers jours, pour aider les gens à récupérer leur maison dans les zones sinistrées autour de New York. Mais au moment d'organiser une force politique, il n'y a pas grand-chose qui prend forme. On sait que la gauche est là, on sait qu'elle existe parce que vous allez sur des sites web en grand nombre, il y a un pôle critique. Pas seulement des intellectuels, mais aussi des étudiants et des gens un peu formés, et des branches du syndicalisme et des branches du mouvement écologique. Il y a un pôle critique. Je pense que sans faire sans être trop léniniste, c'est pas le cas, et sans non plus me faire trop d'illusions. Je pense qu'il y aurait au moins de la place qu'on peut appeler de ses voeux pour une force d'opposition un peu plus conséquente, mais je ne la vois pas venir. Je voudrais simplement ajouter une chose là-dessus, c'est que nous avons un ami, Jim et moi, universitaire dans le New Jersey, un Yankee, un vrai Yankee. Les parents, les arrière-grands-parents ont fait de la guerre d'indépendance américaine, n'est-ce pas, un socialiste. Un type très sympathique qui disait comme boutade, mais je crois qu'il y croyait vraiment. Hein. C'est un vrai Yankee que Lincoln aurait mieux fait de laisser partir les États du Sud, n'est-ce pas? On aurait repris les esclaves, libéré les esclaves, et on aurait dit bye bye Texas, bye bye Georgia, Alabama, tout ça. On les aurait laissés dans un état de ruralité, et de dépendance économique forte, parce que sans esclaves, l'économie des États du Sud, des États-Unis, n'aurait pas véritablement prospéré. On les laisse devenir le nord-est du Brésil. Voilà, ça n'a pas été le cas. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut bien sûr différencier les zones de lutte, parce que les États-Unis sont véritablement une fédération, n'est-ce pas? Là où il y a des mouvements conséquents, où les syndicats agissent et produisent des résultats, là où il y a des mouvements de jeunes, là où il y a les vraies forces de Occupy, c'est dans les zones à la fois très démographiquement concentrées, les zones urbaines des deux côtes, qui sont bien sûr les deux zones du pays, les deux grandes zones du pays, qui forment la base même du vote du Parti démocrate, etc. Et c'est là où il faut concentrer les efforts, n'est-ce pas? Le problème, comme toujours aux États-Unis, c'est la segmentation raciale, d'abord, qui joue, et deuxièmement, les inégalités. La question de la mobilisation autour des inégalités est une question excessivement importante. Nous en sommes arrivés aux États-Unis à des niveaux d'inégalité économique et sociale, rappelant celles, comme d'ailleurs Cez et Piketty l'ont bien montré ici en France, dans leurs travaux, pas seulement en France d'ailleurs, rappelant celles des années 1890-1920. C'est vrai un peu partout maintenant, c'est pas seulement aux États-Unis. En France, les inégalités croissent, en Allemagne, les inégalités croissent, etc. Mais aux États-Unis, on est arrivé à des taux d'inégalité très forts. Et la question de la mobilisation de différentes couches sociales, trans-ethnie, trans-race, etc., autour de la question des inégalités économiques, reste à faire. Hein. C'est, je pense, le grand défi des années à venir. Oui. La vénération de la Constitution permettait difficilement le changement du mode électoral. Et puis, l'aspect fédéral des États-Unis, à mon avis, conforte ça. Est-ce que le bipartisme ne conforte pas encore plus cela? Est-ce que c'est pas ça le véritable archaïsme? Est-ce que, par exemple, quand on voit le système allemand, il n'y a pas un peu plus de places qui sont données à des micro-partis ou à des courants à l'intérieur des grands partis qui permet plus de débat? Est-ce que ce bipartisme est une chose souhaitable encore? Personnellement, je pense que non. Je serais pour un espace politique beaucoup plus varié, où il y aurait une gauche, une droite, des forces reconnaissables et des discours qui se différencient, au lieu de passer leur temps à se ressembler. Autant que possible, et je ne sais pas, il a été proposé de temps à autre, mais ce sont généralement des professeurs qui le font, des professeurs de sciences politiques savants qui disent oui, il faudrait une dose de proportionnel, il faudrait aller vers quelque chose d'un peu plus représentatif. J'ai 3 ou 4 livres sur le sujet chez moi, mais ça n'est jamais suivi d'effet. On a peur de ça. Et je pense aussi... Il y a un débat similaire en France, n'est-ce pas? Il n'y a pas 2 tours de scrutin, donc on ne peut pas dégager, on ne peut pas, disons, faire parler les gens au premier tour en les laissant choisir entre Mélenchon, Hollande et Poutou. Ça n'existe pas.
Et j'allais dire aussi que j'avais une autre idée à propos des partis. Ah oui, cette idée va venir, oui. Non, mais par exemple, les primaires, Jim. Lors des primaires, on a quand même vu. Moi, je suis d'accord, le bipartisme consolide une situation de blocage dans le système ou d'éviction, en tout cas d'éviction du système de voix VOX alternatives, n'est-ce pas? Mais on a vu quand même dans les primaires des choses intéressantes. Hein. Lors des primaires républicaines, il n'y avait pas eu de primaire démocrate cette fois-ci, hein, puisqu'il y a eu un candidat, bon, c'était fait. Mais il y a eu des primaires au niveau des sénateurs, des chambres des représentants, tout ça. Mais aussi au niveau républicain, on a vu des choses intéressantes, n'est-ce pas? Parce qu'y compris au sein de cette droite radicale dure, il y avait des voix, moi je ne l'aime pas du tout, hein, mais Ron Paul, par exemple, Ron Paul, une voix isolationniste, antimilitariste, d'extrême droite. C'est le néolibéralisme poussé jusqu'au bout parce qu'on fait abstraction des frontières. Libertarianisme, je sais pas. Bon, hein. Donc il y a des espaces possibles dans les débats, dans les primaires. Lors des primaires, on voit des sensibilités différentes s'exprimer. Mais ça ne se concrétise, ça ne s'est jamais concrétisé dans l'histoire politique américaine, sauf lors de la candidature du Parti socialiste au début du XXe siècle, n'est-ce pas? Le Parti socialiste au début, il y a eu un Parti socialiste au début du XXe siècle qui a eu un candidat qui a quand même eu à peu près 6 millions de voix à l'époque. À la veille de la Première Guerre mondiale, Debs a eu presque 1 million de voix. Hein. Oui, voilà, c'est ça, presque 1 million de voix. Donc il y avait quelque chose de significatif là. Mais depuis ce moment-là, il n'y a jamais eu de troisième parti véritablement constitué, à gauche, en tout cas, à gauche, n'est-ce pas? Il y a des fausses candidatures comme celle de Ross Perot. Et un des problèmes de la société américaine aujourd'hui, c'est que le coût d'entrée dans le système politique est énorme. L'argent. La dernière fois qu'on a vu un tiers candidat, c'était Ross Perot, le milliardaire texan qui a mis son propre argent dans la campagne. J'avais dire, la moindre campagne locale pour le Congrès coûte 3 millions de dollars ou plus. Là, la campagne, cette fois-ci, a coûté... 6 milliards. Oh, beaucoup, 6 milliards, oui, 6 milliards en tout. C'est ça. 6 milliards. 6 milliards de dollars, n'est-ce pas? Donc le coût d'entrée est très, très, très élevé. Pour rentrer en politique, il faut avoir des soutiens, il faut mobiliser de l'argent. Les gens de gauche, généralement, ne sont pas les plus fortunés, n'est-ce pas, de la société américaine. Ça pose un problème réel de création d'un espace politique autonome. Il va falloir le faire sans argent. Ou sans beaucoup d'argent. Localement, dans une municipalité comme Berkeley, en Californie, il y a des gens qui sont très à gauche, qui sont élus au conseil municipal. C'est parce que... Mais ça ne porte pas plus à conséquence qu'à... Au sujet du bipartisme, je me souviens qu'en 86, après les élections en France, j'ai lu dans les journaux états-uniens les commentaires suivants. La France est enfin un pays normal où les communistes n'existent pratiquement plus, où les Français vont pouvoir choisir entre deux options qui représentent les mêmes intérêts. C'est ça, la démocratie. C'est le rêve de Jean Le Canuet, c'est ça? Non, des États-Uniens, écrit tel quel dans les journaux états-uniens. C'est facile à retrouver, c'était le lendemain des élections en France. Et votre espoir là, que vous fondez sur les gens qui occupent, moi j'ai vu une petite bande de gens qui se carapatent dès que la police arrive. Et quand on compare à ce qui se passe dans d'autres parties du monde, en Espagne, dans les pays arabes, il y a quand même une différence. Quant au peuple états-unien, il y avait 75% des États-Uniens qui étaient à fond pour la guerre en Irak. Non, c'est faux. 75%. Bref, vous ne nous aimez pas. Si, non, pas du tout. Pas du tout. Vous avez on est quand même sympa tous les deux. Je pense qu'on lisait des sondages après quelques mois de la guerre en Irak qui indiquaient que 60 ou 70% de la population américaine trouvait cette guerre malvenue. C'était pas le meilleur exemple. Je peux continuer. Les démocrates, les gens qui sont allés danser quand Obama avait été élu. J'habite dans un pays... qui a été envahi 2 fois par les hordes états-uniennes, Quel pays? La République dominicaine, oui. Sous commandement de présidents démocrates. Oui. Oui. On est au courant? Oui. Johnson en 65 a destitué Juan Bosch. Et nous sommes de tout cœur avec vous. Il y a un auteur, il y a un très brillant auteur dominicain qui est devenu maintenant états-unisien, puisque vous les appelez ainsi, Junot Diaz.
Junot Diaz. Diaz, sorry. C'est un des, c'est un des meilleurs jeunes romanciers du pays. Il faut le lire. Hein, The Wondrous Life of what's his name? Oscar Wilde. C'est un roman absolument sublime et qui, au sein du roman, a des notes de bas de page, c'est absolument formidable, des notes de bas de page très détaillées, historiques, sur la violence extrême exercée par Trujillo et les Trujillas, avec le soutien de différentes administrations américaines, en République dominicaine. Donc, il existe chez nous. Hein, Jim et moi, nous sommes, je pense, tous les deux des anti-impérialistes. Je me qualifierais ainsi, oui. Il n'y a pas de souci. Je suis pas autant que je devrais la République dominicaine, mais je suis de plus près que ça Puerto Rico et Cuba. Et je vois un peu comment évolue la configuration stratégique dans la région. Ce que je dirais, mais je n'ai pas d'analyse toute faite là, mais ce qui se passait en République dominicaine ces dernières années, c'est que depuis une vingtaine d'années, on a quand même réussi à sortir péniblement du système de Trujillo prolongé par Balaguer. Et maintenant, il y a un système d'alternance, c'est quelque chose qui tourne un peu plus et qui ressemble un peu plus à une démocratie, et avec un président plutôt éclairé, qui a eu deux mandats, et qui termine le deuxième maintenant. Et bon, on gère intelligemment le néolibéralisme sans pouvoir prendre beaucoup d'initiatives pour bouleverser le modèle social. Mais c'est déjà beaucoup moins autoritaire qu'avant, et en cela, la République dominicaine ressemble à beaucoup de pays d'Amérique latine qui ont récupéré une forme de démocratie, parfois assez, dominée par les appareils partisans et sans beaucoup de participation citoyenne. Mais la République dominicaine n'est pas ce que j'ai vu de pire en termes d'évolution politique ces dernières années, mais tout en disant ça, je reconnais qu'en regardant de plus près, il y a des taux de pauvreté et d'inégalité qui restent abominables, il y a des cartels de drogue qui s'installent dans les zones touristiques, etc. Bon, le bilan n'est pas brillant. Et je dirais aussi, pour prolonger la remarque, que je ne suis pas capable de dire en quoi consiste la stratégie des États-Unis en Amérique latine et dans la Caraïbe, mais à mon avis, oui, c'est... Il n'y a plus. Oui, il n'y en a plus. C'est un peu mon hypothèse. Pendant la guerre froide, il y a eu. Terrible, d'ailleurs. Terrible. Puis là, il n'y en a plus de stratégie. C'est des opérations. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot des femmes, d'abord, dans toute cette histoire? Parce que tout à l'heure, vous avez parlé des mouvements sociaux et de contre-pouvoirs. Est-ce que les femmes, à un certain niveau, pourraient s'inscrire dans ces mouvements dont vous avez parlé, contre-pouvoirs, mouvements sociaux? Est-ce qu'actuellement, on a pu évaluer, ça m'a peut-être échappé, le pourcentage des femmes ayant voté pour Obama? 60. Bon. Pas trop mal. Et puis, je voudrais faire une remarque sur ce qu'avait dit Philippe Golub au tout à fait début. Vous avez dit que le regard des Américains sur le reste du monde avait changé avec les... Va changer. Va aller changer. Mais moi, il me semble aussi que le regard du reste du monde, en tout cas des Européens, a changé sur le peuple américain avec la première élection d'Obama déjà, et que là, avec la deuxième, je trouve qu'on peut se mettre à espérer du peuple américain qui a quand même fait ça. On avait perdu l'espoir, et notamment à gauche, on était plutôt dans la détestation des États-Unis de manière un peu globale et un peu rapide, peut-être. Parce qu'ils ont quand même fait ça, quoi. Élire 2 fois un métis, un noir, enfin... Oui, je pense que... Oui. Ça signifie beaucoup d'autres choses avec. Moi, je pense que le symbole est effectivement fort. Moi, je suis de ceux qui pensent que le symbole n'est pas sans signification, surtout venant d'un pays où il y a eu 100 ans, 150 ans d'esclavage, ou plus d'ailleurs, 100 ans de ségrégation, et puis des luttes très dures autour du moment du mouvement des droits civiques des années 50 et 60, n'est-ce pas? Je pense que vous avez raison que le symbole est important. Moi, ce que je voulais dire, c'est que effectivement, de ce point de vue-là, l'Amérique est en train de changer. Ça aurait été totalement impossible de penser que l'Amérique, il y a 30 ans, aurait voté 2 fois pour un président noir. Pas exactement afro-américain, mais noir. Hein? Issu d'une famille en plus kenyane, ayant un
son nom du milieu, Hussein, Barack Hussein Obama. Donc dans ce sens-là, effectivement, Obama est une préfiguration, d'ailleurs très élégante, d'un cosmopolitisme d'une partie de la population du moins, une préfiguration de ce que les États-Unis, au plan démographique et sociologique, sont en train de devenir. Ceci dit, ce que j'ai dit aussi, c'est que les structures, j'ai voulu dire les deux, n'est-ce pas, que des structures impériales ou des structures de pouvoir inhibent la possibilité d'une transformation rapide des politiques. Surtout au niveau international. Au niveau interne, on peut, je pense, on aurait pu espérer plus, et peut-être que lors d'un deuxième mandat, peut-être qu'Obama, au niveau interne, fera plus. Il a parlé pour la première fois, parce qu'il s'est senti plus libre, pour la première fois, l'autre jour, lors de sa conférence de presse, des pauvres. Il a utilisé le mot « poor ». Avant, il ne parlait que des classes moyennes. Soudain, il a parlé des injustices et de la pauvreté des pauvres. Donc je pense que là aussi, il y a peut-être une inflexion. Pour ce qui concerne les femmes, oui, ça joue beaucoup. La question du genre joue beaucoup et joue, à mon avis, jouera de plus en plus dans les élections américaines. C'est pas un hasard que... Il n'aura pas échappé là, aux électeurs femmes que la différence entre Obama et Romney était réelle à propos du droit à l'avortement, par exemple. Oui, les droits acquis fondamentaux dans les années 60 et 70, la majorité des femmes ne veulent pas que ces droits soient révoqués. Oui. On parle très couramment dans la presse américaine du gender gap, le décalage entre hommes et femmes en termes de vote. Et parce que l'électorat, et ça se radicalise par rapport à la dernière fois, en 2012, on sait, et on le dit de plus en plus, et les républicains eux-mêmes le disent en se demandant, en s'arrachant les cheveux, ils disent que notre électorat est devenu un club d'hommes blancs. Qui justifie ça va nous handicaper dans l'avenir. Hein. Qui justifie le viol publiquement. Ces candidats-là ont été virés. Oui, ils ont été virés, d'accord, mais ils l'ont fait quand même. Ils ont dit, oui, le viol, il y a des vrais viols et des faux viols. C'est-à-dire les femmes provoquent le viol, n'est-ce pas? C'était ça le message implicite. Il y a maintenant 20 femmes sénateurs sur 100, c'est un record. Oui, c'est pas assez, mais c'est bien. C'est pas assez, mais on va dans un sens intéressant. La plupart sont démocrates, je crois. C'est quelque chose comme 13 ou 14 sur les 20. Et puis, je ne sais pas. Il faut ajouter sur le genre, mais je reconnais que c'est central. Oui, on ne peut pas. Moi, me semble-t-il, je pense que c'est un débat important à mener en France. Les questions de genre, de race et de classe sont des questions mêlées et qui sont très difficiles à dissocier, n'est-ce pas? Il y a pas tout à fait 30 ans, il y a une trentaine d'années maintenant, si vous vous souvenez de certains discours de Reagan qui ouvertement stigmatisait les Noirs, pauvres et femmes en particulier, en les traitant de welfare queen, en disant que c'est des parasites par rapport à l'État, mais qui vivent comme des reines, etc. Il y avait une stigmatisation qui était des femmes noires, socio-économique, raciale et de genre à la fois. C'était vraiment le concentré. Et on n'est pas tout à fait sorti de ça. Mais je pense que avec Obama, il n'y a pas ce type de langage, et je pense que Romney n'oserait pas. Mais ce qui est sûr aussi, c'est que les républicains rament pour trouver des porte-paroles noirs. Les quelques porte-paroles noirs qu'ils ont pu trouver ces dernières années étaient plutôt des farfelus parce qu'ils sont si rares, des véritables conservateurs, néoconservateurs ou néolibéraux noirs, c'est très difficile à trouver. Des intellectuels noirs, il y en a, et des gens absolument extraordinaires qui tiennent un autre langage, qui sont au moins, pour Obama, et dans beaucoup de cas plus à gauche qu'Obama, et qui le disent. J'écoutais aujourd'hui sur Democracy Now! De Amy Goodman, j'entendais aujourd'hui Cornel West et Travis Smiley qui ont dit... Cornel West, grand intellectuel noir américain. Qui disait il a dit pratiquement que Obama devrait avoir honte de ne pas avoir soulevé une seule fois la question de la pauvreté, mais cette fois-ci, on ne va pas le lâcher là-dessus. Absolument. Et s'il a lâché le mot une fois, c'est peut-être qu'il commence à entendre quelques vagues signaux. C'est pas grand-chose, mais il faudrait que ça soit suivi des faits en termes de mouvement.
Bonsoir. Bonsoir. Deux questions. La première, je vais peut-être revenir au niveau de l'approvisionnement énergétique des États-Unis. Je m'interroge sur la suite des événements, vu que si on arrive peu ou prou à une indépendance énergétique des États-Unis, qu'est-ce qui va se passer pour la sécurisation des voies d'approvisionnement? Est-ce que la Chine va devoir prendre le rôle de gendarme du monde? Qu'en est-il de l'Europe? Et deuxième question, concernant le Parti républicain, qu'est-ce qui va se passer aussi pour le Parti républicain quand on voit la grande majorité des votes des minorités qui sont allés vers Obama et le Parti démocrate, et que l'évolution démographique va pas changer et va s'accentuer? Comment le Parti républicain peut se renouveler? Voilà. C'est une très bonne question, les deux. Pour ce qui concerne l'approvisionnement énergétique, en supposant une indépendance, une autonomie énergétique quasiment totale des États-Unis, une autosuffisance fondée sur à la fois leur propre gaz, leur propre pétrole et l'hémisphère ouest, n'est-ce pas, Mexique et Canada, parce que sans le Mexique et Canada, ils n'y arriveront pas. Hein. Ça fait partie d'un marché unifié, d'un marché unique. Mais autonomie par rapport au Golfe arabo-persique, je ne pense pas que le... Ils vont entrer dans le capital du pétrole mexicain aussi. En tout cas, ils vont essayer. Voilà. Hein. Oui, absolument. Je pense que ça n'implique pas un désengagement isolationniste dans ce sens-là, américain, un désengagement américain de la région pour la bonne et très simple raison, c'est qu'ils ne voudront pas que la Chine devienne gestionnaire principal de la sécurité de la zone. Et d'ailleurs, je ne suis pas sûr que la Chine veuille devenir le principal sécurisateur de la zone, de ce point impérial de la zone, parce que ça coûte une fortune en hommes, en sang, en dollars ou en yuan. À l'avenir, ça coûte aux États-Unis chaque année des centaines de millions de dollars, des milliards de dollars, simplement pour maintenir sur place la flotte américaine et les bases américaines dans la région, sans parler des coûts des guerres récurrentes dans la région dus alors essentiellement à des besoins énergétiques. Donc je ne pense pas que la Chine veuille prendre ce rôle. Je suis sûr que la Chine n'est pas aujourd'hui en position de le faire. L'Europe ne voudra pas prendre ce rôle non plus, en dépit des velléités impériales du passé qui n'est pas toujours passé, des sentiments toujours enfouis d'empire qui pourraient exister ici ou là, et de certains désirs de puissance, mais qui sont plutôt enfouis plutôt que exprimés. L'Europe n'en a pas les moyens, d'abord, ni la volonté. Donc les États-Unis resteront, en dépit de cette indépendance, sans doute gestionnaires, ce qui leur donne une certaine forme d'influence aussi vis-à-vis de la Chine et de l'Europe, qu'ils n'auraient pas autrement. Donc ça leur donne deux avantages. Un avantage d'autonomie énergétique et un avantage stratégique. Ça leur donne plus d'autonomie stratégique qu'auparavant. Sur le Parti républicain, le devenir sectaire du Parti républicain, je laisse à Jim, si tu veux répondre, sinon je Oui, je peux dire ça en quelques mots. Je pense que j'ai essayé de suggérer vers le début de mon intervention que le fait qu'aujourd'hui, le lendemain de l'élection, quelques républicains se réveillent en disant « Ah, en fait, on aurait dû peut-être faire un geste un peu plus pour les immigrés, pour draguer un peu plus le vote latino, et en tout cas, dans l'avenir, on va en avoir besoin, sinon on crève ». Ils se posent déjà la question. Ils savent compter. Ils savent que ça fait pas le poids. Ça peut faire le poids dans l'Oklahoma ou dans l'Utah ou dans le Montana pour les décennies à venir, mais dans les États un peu chauds, comme ce qui était justement en jeu cette fois-ci, ils ne vont pas gagner une seule élection s'ils ne font pas un peu de outreach et en essayant d'étendre leur public, mais ça va les obliger, qu'ils veuillent ou non, à changer d'attitude sur l'immigration et peut-être même mettre un peu d'eau dans leur vin à propos du néolibéralisme. Ça, c'est moins certain, mais en tout cas, s'ils veulent vraiment élargir le public, il faut qu'ils changent un peu le ton classiste du discours. En tout cas, Romney, venant d'où il vient en termes d'emploi,
financier, à la tête d'un groupe de venture capital, etc., ce type de candidature passe mal. Oui, c'est-à-dire que pour continuer un tout petit peu là-dessus, l'élite du Parti républicain est parfaitement consciente de ce que Jim dit. L'élite financière, l'élite politique à Washington, Boehner, le chef de la Chambre des représentants, la base radicale, je ne sais pas si le mot radical c'est très bon, la base extrémiste des Tea Parties dans les États surtout du Sud et de l'Ouest des États-Unis ne voit pas du tout la chose de cette façon, n'est-ce pas? Donc il y a une contradiction réelle au sein de ce qu'on appelle de ce parti, de cette. Mais comme il n'y a pas d'instance nationale réelle. Voilà, il y a une contradiction croissante et je pense qu'ils sont pris à leur propre piège en quelque sorte. Nixon a commencé à investir le Sud. Dans les années 60 et 70, dans le but justement de construire une majorité républicaine durable dans les États du Sud, car l'électorat ségrégationniste blanc du Sud partait du Parti démocrate pour rejoindre les républicains, car le Parti démocrate sous Johnson était devenu le parti de l'intégration plutôt que de la ségrégation. Et le pari a été gagné. Et le pari de Nixon a été gagné. Les républicains ont gagné le Sud, mais le Sud a empoisonné le Sud blanc, raciste, xénophobe, a empoisonné le Parti républicain. On voit les résultats aujourd'hui. C'est une ironie historique. Donc la question n'est pas... On n'est pas sûr aujourd'hui de savoir si le Parti républicain va rester tout entier dans ce sens-là. On aura peut-être un troisième parti à droite, n'est-ce pas? Mais nous ne savons pas encore. Ça dépend des tensions et de la résolution des contradictions au sein du parti. Oui, j'aurais deux questions. La première, c'est qu'est devenu Ralph Nader? Et la deuxième, qui est anecdotiquement liée à la première, du fait que Ralph Nader est fils d'immigrés libanais, c'est quelle est la situation de la communauté arabe actuellement aux États-Unis, 11 ans après le 11 septembre? Oui. Nader, qu'est-ce qu'il est devenu? Il doit avoir 80 ans maintenant. Oui. On l'entend moins. Il écrit des choses de temps en temps sur les sites web branchés. Le Parti vert n'est pas non plus une structure très très permanente, ça tourne beaucoup et cette année, il y a eu une candidate verte qui a pu se présenter dans la majorité des États. Elle n'était pas sur le bulletin dans tous les États, mais en tout cas, elle était sur le bulletin dans mon État. J'ai oublié de voter pour elle, c'est une erreur, mais c'est une scientifique de MIT, une femme brillante qui a beaucoup de choses à dire sur les priorités énergétiques et écologiques du pays. Mais la candidature n'a pas fait beaucoup de bruit et elle n'a pas non plus mis beaucoup de moyens. Il n'avait pas beaucoup de moyens. Je suis incapable de dire pourquoi la candidature de Nader a apporté un peu plus à l'époque. Enfin, Nader, c'est vrai que c'est un tribun, pas un grand tribun, disons, mais il a de l'analyse. C'est quelqu'un de brillant, quelqu'un qui a une vraie analyse de l'économie politique américaine et qui a pu un peu proposer un programme en très nette rupture avec les républicains, avec les démocrates. Les Verts sont toujours là. Et puis il y avait sur les Arabes. Alors, les Arabes sont au nombre de combien? Y aurait-il quelque chose comme 2 millions d'Arabes aux États-Unis, 3 millions? Oui. Et il se trouve que la majorité des Arabes aux États-Unis ne sont pas musulmans. Et la majorité des musulmans aux États-Unis ne sont pas arabes. On ne parle pas des mêmes populations. Et ils ne font pas beaucoup parler d'eux. Les musulmans font parler d'eux lorsqu'ils ont quelque chose lorsqu'ils ont besoin de se défendre sur des questions de liberté civile, parce que des attentats racistes, il y en a malheureusement tous les mois. Il y a des meurtres, des assassinats, des fous influencés par le talk radio et par des idées d'extrême droite qui vont flinguer une femme mère de 3 enfants dans sa maison à Los Angeles il y a quelques mois. Ce genre d'acte existe et est relativement isolé, mais on a remarqué dernièrement que quelques milliardaires d'extrême droite proches de la droite israélienne ont investi dans des publicités qui sont apparues dans quelques villes comme San Francisco. Très très bizarre, San Francisco c'est une ville de gauche, mais on a vu sur des bus et sur des panneaux publicitaires des incitations à l'islamophobie. Et je dirais qu'il y en a un peu plus dans la sphère publique aujourd'hui qu'au lendemain du 11 septembre. C'est assez terrible. Donc
il y a une défense en termes de liberté civile, et arabes et musulmans, pas toujours les mêmes, donc peuvent intervenir. On les entend parfois à ces moments-là. Dernière remarque, il y a une personne qui était sur la liste des candidats possibles au poste de secrétaire d'État. Il ne sera sans doute pas choisi, mais c'est un démocrate représentant de l'État du Minnesota qui est afro-américain et musulman. Il est là, il a son siège depuis 6 ou 8 ans maintenant, et il s'est un peu banalisé dans la nature. Il ne sera pas secrétaire d'État, celui-là. Keith Ellison, il s'appelle. Oui. Qui sera secrétaire d'État? Susan Rice. Susan Rice, c'est décidé. C'est annoncé? Oui. Ah oui, je crois que j'ai loupé la presse. Je travaille trop. La Chine change elle aussi de dirigeant. Qu'est-ce qu'on peut attendre de l'évolution des relations entre les États-Unis et la Chine La Chine est dirigée depuis Deng Xiaoping, en fait, depuis la deuxième génération après Deng. En fait, la troisième génération des dirigeants, Mao, Deng, puis la troisième génération. Depuis Jiang Zemin, par des technocrates autoritaires qui ont comme préoccupation, qui avaient jusqu'ici du moins comme préoccupation stratégique centrale le développement économique chinois dans un sens productiviste classique, n'est-ce pas, la croissance dans le but de donner à la Chine la place historique qu'ils pensent la Chine devrait avoir dans le système international, c'est-à-dire comme au moins comme étant le cœur de l'Asie orientale. C'est la place traditionnelle, historique de la Chine avant la colonisation, n'est-ce pas, avant la chute de l'Empire et la colonisation. C'est leur objectif central. Leur objectif central a donc été corrélé à la stabilité intérieure de l'Empire, si on veut appeler la Chine un empire. C'est un empire, c'est un pays d'une vasteté qui est difficile de décrire d'ailleurs, 1,4 milliard d'habitants, 1,3 milliard d'habitants, sur une surface énorme, qui a réussi de façon complexe d'ailleurs et difficile son avancée, son catch-up, son rattrapage. Oui, voilà, son rattrapage au cours des 30 dernières années. Il y a 10% de croissance par an en moyenne depuis 30 ans, 35 ans. Ce sont des taux soutenus dans le temps, des taux de croissance soutenus dans le temps, qui n'ont pas de pareil lors de la révolution industrielle au XIXe siècle. On a vu lors de la révolution industrielle au XIXe siècle des taux de croissance très élevés pendant longtemps, 5%, 4%, 5%, sur des périodes peut-être plus longues, mais qui ont fait que la Grande-Bretagne a pris 150 ans pour passer d'un système pré-capitaliste, non pas totalement féodal, mais pré-capitaliste, au capitalisme moderne. Les États-Unis un peu moins, à peu près 100 ans. L'Allemagne un peu moins aussi à cause du rattrapage tardif avec les tragédies qui ont suivi. Donc la Chine aujourd'hui a toujours comme objectif central de consolider sa nouvelle position dans les relations internationales et dans l'économie mondiale. La question des relations entre les deux pays est une question complexe parce que les deux pays sont très à la fois en rivalité et très très fortement interdépendants. Rivalité puisque la Chine désire être au cœur de l'Asie orientale alors que les États-Unis le sont déjà. N'est-ce pas? Je l'ai dit à la radio l'autre jour. À la fin du XIXe siècle, un commentateur américain a dit au sujet de l'Angleterre, l'Angleterre veut le monde tout entier et nous en voulons la moitié. Est-ce que nous sommes destinés à rentrer en collision? N'est-ce pas? Et je pense que c'est un peu dans un schéma réaliste. On n'est pas là, hein, la Chine veut la moitié du monde. Il y a des auteurs réalistes qui rêvent sur des scénarios de guerre avec la Chine, comme si c'était une trouvaille scientifique. Et oui, absolument. Mais j'ai remarqué aussi que l'autre jour, Obama, en débat avec Romney, a lâché le mot adversaire en parlant de la Chine. Oui, ça m'a beaucoup surpris d'ailleurs. Ça m'a beaucoup surpris et ça m'a un peu choqué. Les États-Unis sont en train de déployer plus de forces armées en Asie orientale actuellement. Ils se sont rapprochés stratégiquement du Vietnam. Il y a un rapprochement stratégique entre les États-Unis et le Vietnam qui est important. C'est important. Entre l'Inde et les États-Unis, c'est plus classique, mais entre le Vietnam, l'Indonésie, les États-Unis, Singapour, les États-Unis, la Thaïlande, les États-Unis, car tous ces pays-là craignent une prédominance chinoise sur la région, alors que la Chine veut être prédominante dans la région. Et on voit d'ailleurs les tensions entre le Japon et la Chine autour des îles Senkaku, n'est-ce pas, ou les îles Jiaojiang.
Hein, donc, dépendant de la vision qu'on peut en avoir. Mais là, ils ont donc une rivalité très forte et en même temps interdépendance extrêmement forte. La Chine ne peut pas vivre sans le marché américain et les multinationales américaines, les transnationales américaines ne peuvent pas vivre aujourd'hui, du moins, sans la Chine, n'est-ce pas? Donc on a des imbrications économiques extrêmement poussées entre les deux pays. Et en même temps une rivalité stratégico-politique qui, à mon sens, n'ira pas à la guerre, parce que la guerre entre deux puissances nucléaires aujourd'hui est prohibée, n'est-ce pas? Ce serait une guerre mondiale. Il y aura des tensions, mais on est dans une configuration d'interdépendance. Et justement, là, la question sera de savoir celle que j'ai posée. Est-ce que nous avons les moyens intellectuels et politiques, surtout intellectuels, pour construire côté chinois et côté américain des visions d'interdépendance qui ne conduisent pas à des conflits, non pas stratégiques, mais des conflits quand même majeurs, par exemple en mer de Chine du Sud, qu'il faudrait éviter, à mon sens. Est-ce qu'on peut dire que la pauvreté a progressé aux États-Unis pendant ces 4 dernières années? Au cours des 4 dernières années? Oui. Oui, mais pas du fait d'Obama. Hein. Non, et du fait de la crise, et du fait de toutes ces personnes qui ont perdu leur logement et qui se sont retrouvées à la rue. Je pense qu'il est plus visible aujourd'hui la pauvreté. On pense à toutes ces images de personnes qui vivent et dans leur voiture. Il y en a énormément, voilà, qui vraiment vivent le quotidien dans des voitures. Bon, c'est des images qu'on voit hein, et qui interpellent. Et ça correspond à une réalité. Ça correspond à une réalité. Ah oui. Et je pense que les inégalités déjà significatives au début du mandat Obama ne se sont pas diminuées. Et les inégalités, au sein des inégalités, les différences dans les taux de pauvreté entre blancs, noirs et hispaniques sont mesurées très systématiquement. On sait qu'il y a en gros 3 fois plus de pauvres en pourcentage chez les hispaniques et chez les noirs que chez les blancs, que le chômage est légèrement plus haut chez les hispaniques que chez les blancs, et que ce type d'inégalité au sein des inégalités, l'ethnicisation des inégalités socio-économiques, tout ça continue sans diminuer sous Obama. Et le thème n'a pas été soulevé par Obama, qui lui tient un langage très très aracial, pour ne pas dire post-racial. Il préfère ne pas entrer dans ce thème. Voilà. Oui, je voudrais dire que je pense que c'est important. Ce phénomène-là ne se limite pas aux États-Unis. On perçoit la même chose aujourd'hui, malheureusement, hein, en Espagne, en Grèce, au Portugal, un peu moins en Italie, en France. Mais les politiques européennes aujourd'hui aussi poussent à la précarisation, la pauvreté et la division de la société, n'est-ce pas? En Grèce, il y a eu une explosion massive de la pauvreté du fait des politiques européennes qui ont été menées ces dernières années. On est là dans un schéma donc plus général, malheureusement, et qui pose véritablement problème. Hein, aux États-Unis et en Europe. Vous avez une idée comment les États-Unis vont s'en sortir par rapport à la crise? Vous avez parlé tout le temps, c'est comme si que rien ne doit changer, le monde doit continuer comme ça. On a dit ça, nous? Oui, enfin, quand vous parlez de néolibéralisme, enfin... Oh, ben, tout à l'heure, on parlait de mouvements sociaux et de pôles d'opposition et des choses comme ça. Oui. Mais... c'est-à-dire qu'il n'y a pas pour l'instant moi, j'ai pensé, j'ai espéré à un moment, de façon idéaliste sans doute, et peut-être, je sais pas, j'ai été brièvement naïf. J'ai cru à un moment que Obama, élu la première fois justement dans une configuration de crise la plus grave depuis les années 30, aurait pu mettre ensemble une coalition de forces similaire à celle mise en place par Franklin Delano Roosevelt, dans les années 30, n'est-ce pas? C'est-à-dire, là, à ce moment-là, il y a eu véritablement la constitution d'une coalition de forces sociales progressistes qui a transformé les conditions d'opération de la société américaine. Avec un plan de relance plus conséquent et pas uniquement pour les banques. Oui, et puis la construction de l'État social, l'État-providence américain, au minimal peut-être, mais quand même la construction de l'État social-providence, qui a duré 30 ans, qui a comprimé les revenus, qui a lissé les inégalités aux États-Unis pendant 40 ans, n'est-ce pas? J'ai pensé que l'opportunité était là pour
crée une coalition de ce genre-là. Syndicats, mouvements intellectuels progressistes, puis les banques étant totalement discréditées, la finance étant totalement discréditée, et la mise en place de sanctions contre la finance. Ça ne s'est pas fait. Pas plus en Europe, d'ailleurs. Pas plus en Europe. C'est dire l'hégémonie malheureuse, dangereuse, d'ailleurs, de certaines sphères de l'économie sur le reste du système, sur le politique, etc. Est-ce que c'est impossible à changer? Non, évidemment que non. Mais est-ce que cette opportunité-là n'a pas été saisie? Évidemment. Oui, ça va dans le sens de ce que dit la dame, c'est-à-dire qu'effectivement, en 2008, beaucoup de personnes attendaient, espéraient beaucoup plus que ce qui arrivait. Mais moi, question personnelle, et je pense que d'autres se la posent, quelle est l'indépendance réelle, la marge de manœuvre en fait d'un président qui, comme Madame le disait, a conservé comme conseiller économique, sauf erreur, hein, Robert Rubin, je crois, Lawrence Summers, etc. Summers, voilà, c'est ça, Summers, des gens qui ont fait entre guillemets leurs preuves avant, mais pas pour de bonnes choses. Donc Paul Jorion s'est exprimé là-dessus en disant que 2 jours après l'élection, c'était plié quand il a vu la composition de l'équipe. Donc c'était pas Roosevelt, c'était Clinton. Oui, mais quand on voit Clinton, ce qu'il a fait en 99, voilà, c'est lui qui met fin au Banking Act, Glass-Steagall Act. On lui a certes mis la pression, et voilà. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'attentes par rapport à ça, et je pense de désespoir chez certains, parce que quelle est la part d'indépendance donc et la marge de manœuvre réelle d'un président, de lui ou d'un autre, hein, de toute façon, par rapport au pouvoir financier? Je crois, j'ai pas vérifié, mais c'est les Républicains qui avaient balancé une info comme quoi c'est les démocrates qui avaient reçu le plus d'argent de la part de Goldman Sachs. Alors je sais pas, ça avait fait l'objet, je crois, d'un film pour discréditer, justement, de dire, regardez, c'est Obama qui veut soi-disant réguler et qui en fait a reçu, son parti en tout cas, plus d'argent que nous. Donc on peut s'interroger là-dessus. Il y avait quoi d'autre? Donc quand on voit, comme vous l'avez dit, qu'une campagne coûte 6 milliards de dollars, c'est ça, hein? C'est un chiffre que j'ai vu 2 ou 3 voilà, fois. 6 milliards. Voilà. Quelle est la part, encore une fois, l'indépendance que peut avoir un président, quel qu'il soit, vis-à-vis des multinationales, vis-à-vis de la sphère bancaire et compagnie, qui en fait tient les rênes de tout ça. Il est arrivé là parce qu'effectivement il a du talent, parce que c'est quelqu'un qui a une analyse, mais aussi qui peut peut-être faire passer, ce que je veux dire, qui peut peut-être faire passer des choses que d'autres n'auraient pas fait passer, qui a permis de sauver le système, parce qu'effectivement si on avait eu Bush bis, les gens se seraient peut-être vraiment révoltés, en tout cas aurait refusé certaines choses, alors qu'avec un mec plus sexy, ça je parle pour les 60% de femmes qui ont voté pour lui, quelqu'un qui effectivement et des hommes aussi, ça a pu permettre de faire passer mieux certaines choses, peut-être plus soft, hein, effectivement, parce qu'on peut se poser par exemple la question de la non-gestion de Guantanamo. C'était un de ses projets, hein, en tout cas un de ses éléments de programme. Je ne sais pas trop, hein, j'ai pas creusé, mais je crois que ça n'a pas avancé plus que ça. Alors est-ce que c'est une concession faite au complexe militaro-industriel, hyper puissant, hyper dangereux aussi, qui effectivement n'a pas trop envie qu'on se mêle de ses affaires? Et enfin, juste pour finir, que peut-on penser en fait de réflexions de personnages comme Monsieur Zbigniew Brzezinski, dont le nom est pas très connu, mais qui sera un peu... Il y a eu un article, quand même, voilà, mais dans le grand public, on va dire, il y a eu un article dans Marianne, le nom a été cité dans Marianne, ça sort un petit peu de ci, de là. Chez Gibert, vous voyez une grosse pile, effectivement, de son bouquin de 97, Le Grand Échiquier. Et dans ce Grand Échiquier, j'en aurais fini, on voit effectivement, on lit plutôt effectivement certains propos de mémoire, hein, j'ai pas préparé la chose, mais quand on voit que l'Europe de l'Ouest est sous contrôle, 97, hein, l'Europe de l'Ouest est sous contrôle, qu'il parle de l'Eurasie comme effectivement là où il y a... Il ne parle plus comme ça d'ailleurs. Voilà, alors c'est pour ça, mais je m'interroge sur ses paroles, parce que c'est quand même quelqu'un qui était assez influent au niveau idéologique, je ne sais pas s'il l'est toujours. Vous avez ça à vieillir, oui, voilà, vous avez cité Kissinger aussi, des gens qui... Lui non plus d'ailleurs. Voilà, c'est plus des gens de la première heure, mais effectivement c'est quand même des gens qui ont eu une importance, qui en ont peut-être encore, je pense. Donc ces gens qui effectivement disaient aussi... Toujours le grand échiquier. On peut compter sur l'Allemagne, on doit compter sur l'Allemagne, pas trop sur la France. On voit ce que ça donne encore, Merkel effectivement, qui commence à nous donner des leçons. Voilà, donc c'était un petit peu par rapport à ça. Non-gestion de Guantanamo, indépendance réelle et marge de manœuvre réelle
pour un président américain, quel qu'il soit, vis-à-vis des multinationales et de la sphère financière. Voilà. On a tous les deux des choses. Je commence par un petit bout de réponse et ensuite je laisse la parole à Philippe, mais j'ai relevé aujourd'hui qu'il y a dans 2 États et dans plus de 120 municipalités, et dans plusieurs États, on ne dit pas combien, mais 120 municipalités, les électeurs, le 6 novembre dernier, ont voté pour des mesures qui sont purement symboliques, qui ne portent pas à conséquence, mais qui appellent de leur vœu, en votant, et en le disant tout haut par leur vote, qu'ils voudraient que l'arrêt de la Cour suprême qui a rendu possible tout ce déferlement d'argent dans la campagne, que cet arrêt soit révoqué. Voilà. Et donc il y a un vrai dégoût dans une partie de la population par rapport à la présence sans limite de l'argent. On sait exactement de quel arrêt judiciaire il s'agit, parce qu'il n'y a plus de limite, et chacun reconnaît que c'est absolument abominable, mais les démocrates, pas moins que les républicains, jouent ce jeu jusqu'à maintenant. Et voilà. Et je pense qu'en 2008... à un moment donné, en 2008, Obama et les démocrates étaient confrontés à la possibilité de bénéficier de fonds publics, mais en renonçant à certains types ou à un certain degré de financement privé, et ils ont préféré jouer leur jeu habituel en le déguisant, en disant que nous demandons des petites sommes auprès des petites gens, mais en fait c'était un peu la poudre aux yeux, et c'est vrai qu'il y avait pas mal de petits soutien financier à Obama, mais en même temps... il y a une opportunité historique qui a été gâchée. En 2008, Obama avait les 2 chambres du Congrès avec lui, le Sénat et la Chambre des représentants. Il était très mal entouré, et ses instincts politiques n'étaient pas les instincts, et intellectuels d'ailleurs, idéologiques, n'étaient pas les instincts progressistes dans le sens où on pourrait considérer de termes. Obama ses études économiques ont été à Chicago et non pas à Berkeley. Le fait qu'il ait choisi Summers plutôt que Stiglitz, n'est-ce pas, ou Krugman, ou Robert Reich. Des keynésiennes de centre-gauche. Au lieu de choisir les grandes figures du keynésianisme de gauche, quand même, dans le système américain de gauche. C'est carrément de gauche dans le système américain. Oui, véritablement de gauche. Des penseurs ouverts, de sociodémocrates, mais vraiment sociodémocrates dans le sens historique du terme, n'est-ce pas? Au lieu de choisir Reich, Stiglitz, etc., il a choisi Summers sur les conseils d'amis à lui, et il se sentait relativement à l'aise avec eux. Avec l'idée que le système financier américain, c'est une idée complètement fausse, mais avec l'idée que le système financier américain est une composante absolument essentielle de la puissance américaine globale. N'est-ce pas? Et qu'une remise en ordre du système financier, une re-réglementation et sa mise au pas aurait diminué l'influence globale des États-Unis. Mais d'ailleurs, l'influence, la domination, puisque vous parlez d'une domination, la domination, l'hégémonie, oui, mais c'est pas une hégémonie douce, c'est une hégémonie dure, donc c'est une domination. La domination, moi je le dis. Disons l'hégémonie de la finance, non de la finance, n'est-ce pas? L'hégémonie de la finance, de la domination de la finance sur le politique aux États-Unis est une chose que l'on retrouve en Europe. Comment expliquer les politiques européennes vis-à-vis de la Grèce, de l'Espagne, du Portugal? Je veux dire, les banques européennes ont participé au casino mondial autant que la finance américaine, n'est-ce pas? Donc il s'agit de quelque chose de plus vaste qu'un phénomène américain, n'est-ce pas? Et quand Giscard d'Estaing, par exemple, le dit, il me fait rire, sénile et tout, quand Giscard d'Estaing dit qu'il y a eu conspiration américaine contre l'euro, et que la crise de l'euro s'explique ainsi, j'aimerais qu'il m'explique pourquoi et comment les banques européennes ont agi au cours des 15 dernières années de mondialisation financière, n'est-ce pas? Car nous savons que les banques, la finance européenne était impliquée autant que la finance américaine dans la transnationalisation, la libéralisation des flux globaux. Bon, c'est pour dire que c'est pas un problème strictement américain. Quant à l'Allemagne, je voulais simplement vous dire pour votre information, Angela Merkel ne reçoit pas d'ordre des États-Unis. D'ailleurs, il y a des tensions très fortes actuellement entre l'Allemagne et les États-Unis, car sous Obama, l'administration Obama a très clairement indiqué aux dirigeants européens, particulièrement à l'Allemagne, qu'ils étaient totalement opposés au programme d'austérité mis en œuvre par
la Commission européenne et l'Allemagne sur l'Europe du Sud. Pourquoi? Non pas pour des raisons de beauté idéologique, mais parce que les Américains craignent, les dirigeants américains actuels craignent que la situation européenne ne dégénère en récession permanente, influençant ainsi de façon négative l'économie mondiale et les États-Unis en particulier. N'est-ce pas? Donc on est là dans des complexités. Brzezinski, effectivement, dans le grand échiquier, a dit beaucoup de choses, d'ailleurs que je cite parfois, pour illustrer certaines tendances impériales dans la pensée américaine, mais aujourd'hui il ne dit pas la même chose. Brzezinski aussi a été le critique le plus dur de la politique israélienne au cours des 4 dernières années, et dans l'élite américaine, au sein de l'élite américaine. Et donc, il faut souvent nuancer ce que nous disons pour essayer de déterminer exactement comment se situent les différents personnages et les différentes politiques. Je pense que c'est pas aussi net et clair que vous le dites. Hein. C'est pas que ce que vous dites est faux, c'est que c'est peut-être pas aussi. Oui, c'est ça, net et clair. Il y a des nuances quand même. Hein. Je voudrais en profiter pour demander à Philippe s'il y a des penseurs, des auteurs un peu paradigmatiques aujourd'hui qui représentent la période comme Brzezinski pouvait représenter la période Clinton. Aujourd'hui, non. Non, aujourd'hui, on ne voit pas ça trop. Hein. Non. Non, il n'y a pas une grande pensée stratégique. George Bush a détruit la possibilité d'une grande pensée stratégique avec la guerre en Irak, l'invasion de l'Irak, le chaos qui s'en est produit. Et d'ailleurs, la fragmentation du monde depuis la fin de la guerre froide, les difficultés financières, la crise financière mondiale et la mondialisation elle-même posent des questions auxquelles personne ne peut répondre facilement. Et donc, il n'y a plus de vision stratégique absolument cohérente et commune aujourd'hui. Alors, Guantanamo, effectivement, c'est un président qui promet et ne fait pas, n'est-ce pas? Et pourquoi ne le fait-il pas? Selon la Maison-Blanche, il ne le fait pas parce que les différents États américains refusaient d'accueillir les prisonniers de Guantanamo et que le président des États-Unis n'est pas en mesure, étant donné la constitution américaine entre l'État fédéral et les États fédérés, d'imposer aux États américains des prisonniers de ce type. Il aurait sans doute pu les mettre dans des prisons fédérales, n'est-ce pas, aux États-Unis, ce qu'il n'a pas fait, ce qui suggère qu'il pense que Guantanamo est une solution plus facile que de les faire revenir aux États-Unis et d'enclencher des procès publics avec des médias, etc. Donc oui. Mais ça fait un symbole aussi beau que le mur entre les États-Unis et le Mexique. Oui, je pense que c'est une erreur de sa part de n'avoir pas réglé cette question. Je pense que les conditions de détention de ces prisonniers n'est pas acceptable au plan juridique et constitutionnel. Obama je l'ai dit dès le départ, a hérité les structures de sécurité nationale qui forment une partie essentielle de la puissance américaine, et son propre pouvoir est en partie déterminé par ça. Et donc on dit des choses avant que souvent on oublie après quand on est aux affaires. Je pense aussi à quelques présidents français en disant ça. C'est une base militaire. C'est une base militaire et ce sont des prisonniers de type militaire, incarcérés pour des motifs militaires. Il existe dans les camps militaires aux États-Unis des prisons militaires. Donc je pense que dire on ne peut pas emmener des prisonniers militaires sur le territoire des États-Unis pour les mettre dans des prisons civiles, ça ne tient pas. Donc je pense qu'il faut chercher ailleurs le refus. C'est pas ce qu'il dit. Il dit ça, il ne peut pas le dire parce que la Cour suprême, y compris la Cour suprême conservatrice, a dit que les conditions de détention à Guantanamo n'étaient pas constitutionnelles. Donc non, c'est pas ce qu'il dit. Il dit quelque chose de plus obscur parce que pour masquer la difficulté, justement, n'est-ce pas? Il dit qu'il est devant des oppositions des États par rapport à une politique fédérale et puis il dit c'est trop compliqué pour l'instant, on essaiera de trouver une solution à l'avenir. Voilà ce qu'il dit. Les juristes, les constitutionnalistes américains raisonnables sont tous très critiques de la politique d'Obama là-dessus, n'est-ce pas? Mais ils sont très critiques aussi, je pense à juste titre, de sa politique d'utilisation de drones, de la décision de l'exécutif, des nouveaux pouvoirs exécutifs qui étaient déjà là sous Bush, qui avaient été mis en place sous Bush, mais qui ont été accentués récemment. Les pouvoirs exécutifs exorbitants de tuer sur ordre secret
après la décision du bureau légal des juristes au sein de la présidence américaine. Donc on est là dans une difficulté réelle, n'est-ce pas? Moi, l'idée que le président des États-Unis, quel qu'il soit d'ailleurs, puisse décider sans passer par des cours à des actions clandestines internationales conduisant à la mort d'individus me semble très problématique, n'est-ce pas? On revient là à la souveraineté du monarque absolu d'avant le habeas corpus. En raison du renforcement de l'influence de la zone pacifique par rapport à la zone atlantique, est-ce que vous voyez une évolution du rôle de l'OTAN à terme? Et dans quel sens? Une disparition? Oui, par exemple. Non, je ne crois pas, pour deux raisons. D'abord, l'OTAN, à la fin de la guerre froide, en dépit de la disparition de la menace soviétique, ou de ce qu'on appelait la menace soviétique, n'est-ce pas? En dépit de la disparition de l'Union soviétique et donc de la raison d'être apparente de l'OTAN, on a vu l'OTAN s'agrandir, n'est-ce pas? On a vu une expansion à la fois territoriale et politique de l'OTAN. Ce qui voulait bien dire que ça signifiait que l'OTAN, en tant qu'instrument institutionnel des relations transatlantiques, jouait encore un rôle, n'est-ce pas, à la fois pour les pays européens qui voulaient en faire partie, qui veulent en faire partie, et pour les États-Unis. Pour les États-Unis, l'OTAN reste un instrument d'influence et de contrôle des politiques de défense européennes, mais pour les pays européens qui rentrent dans l'OTAN volontairement, évidemment, il n'y a pas une coercition on les force comme ça à rentrer. Je pense à tous les pays d'Europe centrale et orientale. Il y avait une volonté de renforcement de leurs liens stratégiques avec les États-Unis pour des tas de raisons à la fois historiques. Vous savez, tous ces pays qui étaient pris entre la Russie et l'Allemagne se sont dit qu'entre la Russie et l'Allemagne, il vaut mieux les États-Unis pour aller très vite, historiquement parlant. N'est-ce pas? À la Pologne. Pensez à la Pologne. Est-ce que ce raisonnement est valable? Je veux dire, je n'en sais rien, mais on peut poser les mêmes questions stratégiques par rapport à ça que De Gaulle posait par rapport à l'OTAN. C'était, est-ce que les États-Unis seraient prêts à mourir pour Varsovie? Je sais pas. Je crois pas. En cas de guerre nucléaire, est-ce que la guerre nucléaire semble plausible en Europe? Je ne pense pas. La Russie est-elle une menace aujourd'hui existentielle pour la Pologne? Je ne crois pas. Donc la Pologne rentre dans l'OTAN pour avoir une sécurisation de deuxième ordre, n'est-ce pas, vis-à-vis de l'Allemagne d'un côté, vis-à-vis de la Russie de l'autre. Et donc il y a des logiques qui jouent, qui pérennisent l'OTAN, qui tendent vers la pérennisation de l'OTAN plus qu'autre chose, et qui n'ont rien à voir avec le Pacifique. Bonsoir. Tout à l'heure, vous avez indiqué qu'en 2008, il y a eu des occasions qui ont été gâchées en regrettant ces occasions gâchées. Est-ce que vraiment il y avait d'autres possibilités que la politique a appliquée Obama? Parce que je ne pense pas qu'il y avait ces autres possibilités. On peut le souhaiter, on peut rêver, mais la politique, on ne peut pas la faire avec des rêves. Et en même temps, vous avez fait un retour sur la période avec Roosevelt, avec le New Deal, en indiquant toutes les politiques magnifiques de cette période. Mais très rapidement, effectivement, il y a eu un certain nombre de mesures qui ont permis d'atténuer la crise et la misère pour un certain nombre de personnes aux États-Unis, mais presque avant la fin des années 30, cette politique keynésienne de gauche avait atteint ses limites. Et de nouveau, la crise repartait. Et qu'est-ce qui a permis fondamentalement de régler la crise économique aux États-Unis? C'est la guerre. Oui. Hélas, mais c'est la guerre. Oui. Donc, j'ai l'impression que vous embellissez un petit peu les possibilités ou les potentialités des États-Unis.
Oui. Là, c'est la guerre qui... Oui, les États-Unis se sont enrichis pendant la guerre. Il y a eu plein d'emplois pendant la guerre. Le PIB américain a cru de 50% au cours des 4 années de guerre. Mais ça ne veut pas dire que rien n'a été fait avant-guerre. On est sorti en 37, avant une retombée à cause d'une erreur politique, quand même le chômage avait baissé de 10 points. Donc on n'est pas là encore une fois, c'est pas comme si ce que nous disions c'était voilà en 2008 on aurait pu tout fondamentalement changer. Non, mais on aurait pu recentrer les politiques américaines vers des politiques, disons, keynésiens ou sociaux-démocrates plus traditionnels, et utiliser l'opportunité pour sortir de l'ultralibéralisme. C'est ça, de faire les premiers pas. Parce que cette fois-ci, il n'y aura pas de guerre pour sortir de la crise. Il faudra trouver autre chose. Hein.